started seeing this really strange thing. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, on est avec Chloé, Fanny et Alexandre. Bonjour. 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 Et de nouveau un petit épisode un peu spécial où on a proposé à 2 personnes de venir pour nous parler d'un sujet politique dont elles sont spécialisées et pour pouvoir le faire rencontrer le cinéma. Voilà, j'ai bien dit. Parfait. Super. Donc vous êtes toutes les deux membres de l'Observatoire du spécisme ici à Lausanne. Donc Chloé Bayon et Fanny Vauchet, tu es aussi autrice de bande dessinée. Oui, je confirme. Et tu as écrit une bande dessinée dont on parlera peut-être plus tard sur l'antispécisme aussi. Oui, restez jusqu'au bout. Qui s'appelle comment? On va juste donner peut-être le titre. L'usine du pire. Donc nous sommes ici réunis pour parler de la sagesse de la pieuvre. C'était le but. Pour parler de la sagesse de la pieuvre ou My Octopus Teacher. Voilà, en fait, on s'était rencontrés il y a quelques semaines où on se disait ça serait super de faire un épisode sur un film antispéciste, ou en tout cas un film qui parle d'animaux et de voir est-ce que celui-là est antispéciste. Et on s'est mis d'accord sur la sagesse de la pieuvre parce que c'était aussi assez populaire. J'avais l'impression que tout le monde connaissait plus ou moins le film et l'avait déjà vu. Ou... Il a gagné un Oscar quand même. Ouais. Il est sur Netflix, donc relativement accessible quand même. Mais je me disais que d'abord, on pouvait commencer par un petit tour de table sur notre rapport à l'antispécisme et sur comment on y est chacun et chacune venu. Et on pourrait commencer par vous. Fanny et Chloé, peut-être nous parler un peu comment vous êtes venus à l'antispécisme, depuis quand et quelle importance ça a dans votre vie. Moi, je suis devenue végane et antispé quand j'étais toute jeune, à la fin des années 90. Et je me suis directement engagée dans des assos. Et c'est aussi ça qui m'a politisée un peu dans toutes les directions, le féminisme, la justice climatique. Enfin, j'ai un peu tout découvert par l'antispécisme. Et je suis devenue illustratrice et autrice de BD dans l'idée d'utiliser le dessin pour véhiculer des messages qui me semblaient importants. Et c'est en fait au fil de mon travail et de mes lectures, parce que je lis beaucoup, je regarde des films, des pièces de théâtre, que je me suis dit que la représentation des animaux, c'est un vaste sujet, mais qu'il n'y a pas tellement d'approche antispéciste de ça. Et que ça serait vraiment hyper utile qu'il y ait quelque chose comme un test de Bechdel pour les créations qui représentent des animaux, pour pouvoir un peu évaluer leur niveau de spécisme. Et donc voilà, j'ai fait un test qui s'appelle le test Simba, qui pose 5 questions aux œuvres pour voir à quel point elles sont spécistes. Et je m'étais demandé déjà depuis un moment s'il y avait une grosse différence avec le documentaire, qui est quand même un genre à part, mais qui a aussi plein de similitudes, enfin de points communs avec les œuvres de fiction en ce qui concerne les animaux. Donc voilà, c'est avec cette curiosité-là que j'ai eu envie de voir La sagesse d'une pieuvre, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais qui me faisait j'avais un peu peur de plonger dans ce film, voilà. Et du coup, verdict, un petit pré-shot de... Ah, mais c'est complètement contrasté en moi, c'est un peu une nébuleuse d'émotions et de jugements. Ah bah c'est bien, on va essayer de démêler les nébuleuses en soi. Et toi, Chloé? Hello, du coup, moi, c'est Chloé. C'est marrant parce que j'ai un parcours politique un peu inverse à celui de Fanny, dans le sens où pour moi, l'antispécisme, ça a été un peu la dernière pierre de l'édifice. En gros, j'avais envie de m'engager dans une asso parce que moi, je suis française et je suis arrivée en Suisse il y a 6 ans. En fait, c'est assez marrant de se dire que je me suis tournée vers l'Observatoire du spécisme, alors que je pense que quand je les ai contactés, j'étais pas encore antispéciste. Et c'est vraiment le fait de commencer à militer avec LE qui m'a... Enfin, c'était déjà important pour moi, mais je pense que je me rendais pas compte de à quel point ça l'était. Et ce qui a orienté mon choix d'association, c'était que j'avais vraiment l'impression que c'est un domaine dans lequel il y a peu de personnes qui s'investissent et qui militent, et que pour moi, ça faisait sens de donner du temps. J'avais l'impression que le temps que j'allais donner aurait plus facilement un impact dans ce type d'asso. Et en fait, assez rapidement, je les ai rejoints en janvier 2024 et on a organisé un premier événement en avril 2024 qui était la contre-journée du lait, organisée le même jour que la journée du lait organisée par Swiss Milk. Et ce jour-là, j'ai eu un vrai déclic, c'est un peu cliché, mais c'est en écoutant un ancien éleveur parler de son rapport avec ses animaux que, en fait, ce jour-là, je suis devenue végane et je me suis vraiment... Enfin, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé en moi et depuis ce jour-là, je me considère comme étant antispéciste. Trop bien. Vas-y, Alexandre, à toi. Moi, c'est un peu
bizarre parce que mon rapport aux animaux, il est un peu étrange parce que j'ai énormément d'allergies en fait. Et donc, j'avais pas de chien, pas de chat. Je suis allergique au lait, donc les vaches, je pouvais pas approcher les poules. Donc, j'avais un rapport très distancé aux animaux quand j'étais enfant. Et donc, c'est venu assez tard. Et en fait, c'est venu par le cinéma. Parce que dans le cinéma, justement, il y a beaucoup de films sur les animaux. Puis, comment on filme les animaux, pourquoi ils sont intéressants. Est-ce que c'est des êtres parce qu'ils sont avec qui tu communiques pas, et notamment je suis rentré par les films de Werner Herzog qui a une approche à la nature qui m'avait intéressé en elle-même, mais ça il y a un moment, et je pense que ça a créé une sensibilité un peu et petit à petit en écoutant des podcasts, en lisant des livres qui pouvaient en parler, je me suis sensibilisé, et c'est vrai que là pour cet épisode-là j'en ai plus lu encore et plus écouté, et je pense que je suis au début d'un processus que je vais essayer de continuer plus tard, quoi. Oui, c'est bien dit. Moi, pareil, la phrase. Moi, je me rappelle, je pense, le premier texte qui avait en tout cas des éléments antispécistes, c'était à l'université quand j'étais en fin de bachelor, où j'avais un prof pour préparer mon travail de master qui m'avait proposé de lire Donna Haraway. Et du coup, c'était un texte où elle parlait de l'idée de décentrer l'humain et d'arrêter de le mettre en haut de l'espèce de hiérarchie. Et comme ça permettait de créer d'autres types de récits. C'était pas, ces histoires humano-centrées de guerre, de violence qu'on a souvent. Et c'était la première fois que je me disais, ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et j'aime bien parce que, un peu comme toi, Fanny, où c'était l'art est assez vite venu avec ta volonté antispéciste, moi c'est venu à travers des pratiques culturelles aussi, de réfléchir à comment en fait on pouvait peut-être essayer d'adopter un point de vue antispéciste, mais pareil qu'Alex, je pense que je suis encore au début de tout un processus, et c'était marrant, on en discutait avec une amie l'autre jour, on se disait j'ai l'impression quand même qu'en ce moment il y a un petit peu plus de gens qui se posent des questions sur l'antispécisme dans les milieux de gauche, peut-être pas suffisamment, mais ça vient un petit peu plus sur le devant de la scène, et je me demandais un peu pourquoi. Et sa take était un peu aussi ce que tu as dit, Chloé, qui était qu'en fait ça permet aussi de repenser beaucoup d'autres luttes et de préciser beaucoup d'autres choses dans d'autres luttes, en fait, d'adopter un point de vue antispéciste. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouvais ça pas mal comme réponse. Voilà. Et peut-être avant qu'on commence, vous êtes toutes les deux membres donc, de l'Observatoire du spécisme ici à Lausanne. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter c'est quoi les missions de l'Observatoire et qu'est-ce que vous faites ? Du coup, on est une association, on est une équipe de 7 bénévoles et on travaille aussi avec d'autres personnes. Et le but, c'est vraiment de documenter et dénoncer l'élevage en Suisse. Ça peut passer par différents types de travaux. On écrit des articles de fond, on publie des enquêtes réalisées en élevage, on organise des événements. On est assez actif sur les réseaux sociaux, on produit des contenus vidéo, mais c'est beaucoup un travail de fond plus qu'un travail d'action militante de rue, même si c'est aussi des choses qu'on peut parfois faire. Et on essaie aussi de contribuer, de faire des collaborations. Et on a justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Ludie, une volonté d'infiltrer les milieux de gauche militantes et de porter la question de l'antispécisme, justement, de mettre la question de l'antispécisme sur la table, parce que justement, nous, on est assez convaincus que assez logiquement, si on est antiraciste, anticolonialiste, féministe, on devrait aussi être antispé. Et voilà, donc moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a des choses qui se passent en ce moment et que c'est une question qui est de plus en plus, on va dire, popularisée. Et c'est super, et on espère que ça va continuer. Je sais pas si tu veux ajouter des choses. Non, c'est parfait. Trop bien. Et on commence avec le film. Je vais présenter rapidement le film et puis après on pourra partir dans l'analyse. Donc My Octopus Teacher, ou La sagesse de la pieuvre dans la langue de SDM, est sorti en 2020 sur Netflix, réalisé par Pippa Ehrlich et James Reed, donc récompensé de l'Oscar du meilleur documentaire en 2021. Nous y suivons Greg Foster, documentariste sud-africain, qui, alors qu'il vit une profonde dépression, va pendant 1 an se rendre tous les jours dans la forêt d'algues à côté de chez lui, filmer une pieuvre, nouer une relation avec elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse, son espérance de vie ne dépassant pas les 2 ans. Un film qui a remué toute une partie du public de son approche sensible de la relation entre humain et monde sauvage, j'ai rajouté entre guillemets pour qu'on les entende bien. On souhaitait donc aujourd'hui revenir dessus avec vous pour comprendre avec des spécialistes de l'antispécisme, ici l'Observatoire du spécisme, est-ce que finalement La sagesse de la pieuvre, ou My Octopus Teacher dans la langue de Kendrick Lamar, remet dire ça, efficacement en cause les hiérarchies entre l'être humain et le reste du vivant ?
Bravo. Merci. Excellente intro. Bah, avant de commencer le film, j'aurais bien aimé cadrer un peu cette discussion, parce que nous on vient plus du monde du cinéma, vous plus du monde de l'antispécisme. Et en fait, moi ce que je trouvais intéressant avec la sagesse de la pieuvre, c'est qu'on pouvait se poser un peu 3 questions. C'est-à-dire, est-ce que le film est un bon film par lui-même? Est-ce qu'on a aimé le voir ou pas? Qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Ce qu'on fait d'habitude avec n'importe quel film. Et après, est-ce que le film a des gestes antispécistes dedans ou des gestes spécistes? Lesquels sont-ils? Et une troisième question qui est un peu la synthèse de ces 2 premières, c'est-à-dire, est-ce qu'un film antispéciste est-il meilleur qu'un film qui n'est pas antispéciste? Ou, du coup, à l'inverse, est-ce qu'un film qui n'est pas antispéciste est pire qu'un film qui pourrait être antispé? Et je me posais d'ailleurs la question avec le test Simba. Est-ce que toi, quand tu l'as créé, c'était aussi quelque chose de qualitatif, en te disant je vais pouvoir identifier peut-être des films qui sont meilleurs, ou en tout cas, est-ce que pour toi, est-ce qu'un film qui a des gestes antispécistes que tu peux détecter avec ton test, ça te le rend meilleur pour toi, ou juste tu le préfères? Non, pour moi, ça se joue pas vraiment là, mais aussi parce que pour moi, la fiction, ça doit aussi avoir un rôle divertissant. C'est quand même quelque chose de génial et qui peut être hyper agréable. Donc la question, c'était plutôt, est-ce qu'un film spéciste, il peut être bien? Et pour moi, la réponse, c'est non. Et est-ce qu'un film peut être non spéciste? Ben oui, il peut, et il en sera d'autant meilleur, je pense. Ouais. Donc pour toi, un film spéciste est mauvais? C'est ça que tu disais, bon. au moins bon, parce que ça fait beaucoup de films à mon avis quand Oui, même. ça fait beaucoup de films. En plus, c'est vraiment il y a une échelle du spécisme. Tu vois, tu peux voir un film qui est excellent, mais qui a juste un aspect ou un animal à un moment où c'est trop dommage qu'il soit présenté comme ça. Mais attends, c'était quoi ta question? C'était que du coup, si c'est spécisme, c'est un film mauvais. Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va véhiculer en fait? Enfin, il sera pas forcément mauvais, mais il va reproduire un système de domination, et les gens vont le prendre comme quelque chose de normal parce qu'ils le verront dans un film. Donc ça a beaucoup d'effets en fait. Et il y a des films qui sont des immenses succès et qui ont un impact énorme, comme par exemple Les Dents de la Mer. Ils ont eu vraiment un impact énorme sur l'image des requins. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, alors qu'on sait que les requins sont pas comme ça des méchantes machines à tuer, il est encore dans l'imaginaire collectif quelque chose de très puissant. Donc pour moi, c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, de l'impact de ce qui est montré. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des questions qu'on se pose sur le racisme, sur le féminisme, par exemple, est-ce qu'une bataille après l'autre, parce qu'il est raciste ou pas? Est-ce que pareil pour un film misogyne? Est-ce qu'un film peut être misogyne, mais en même temps un bon film? Donc je trouvais, et pour l'antispécisme, c'est vrai qu'on se pose presque pas la question, ou en tout cas, c'est des questions qui commencent à émerger, notamment grâce à votre travail. Moi, j'ai l'impression qu'il faut distinguer quand même les qualités cinématographiques des messages politiques véhiculés, mais enfin, je pense que d'un point de vue cinématographique, une œuvre antispé peut potentiellement être bonne, mais ce qui est important, c'est un peu de l'expérience utilisatrice, dans le sens où moi, maintenant, quand j'identifie du racisme, du sexisme ou de l'antispécisme dans un film, ça va un peu gâcher mon expérience. Et c'est en ce sens que je trouve que pour que l'expérience soit agréable et du coup que le message parvienne à nous et qu'on considère que c'est un bon film, c'est mieux qu'il n'y ait pas les systèmes d'oppression et de domination qui soient présents dans ce film. Mais c'est quand même pour moi un peu 2 niveaux différents. Mais en ce sens, moi maintenant, je sens... moi j'ai vu 20 Dieux, je crois. Mm-hmm. Et en fait, c'est un film qui... Je ne sais pas pourquoi je suis allée le voir d'ailleurs, mais c'est un film qui se passe dans des élevages. Et en fait, moi, je suis complètement passée à côté du film parce que juste ça m'énervait trop que ça baigne dans l'élevage. Et donc... C'est en ce sens, je pense que ça impacte vachement la manière dont on va recevoir le film et son contenu cinématographique. Oui, d'ailleurs, c'est un jour, j'écrirai un vrai article de fond sur ça, mais il y a genre, je sais pas, 4-5 ans, j'avais appelé ça le moment rouge. Ce truc quand t'es au cinéma et tout d'un coup, un truc vient tellement te chercher dans tes valeurs et tes émotions que t'es plus capable de recevoir le film. Moi, il s'est passé ça notamment avec... c'était quoi? Il était une fois en Amérique. C'était Viking à la base. À la base, c'était Viking, mais ouais. Un des exemples les plus forts, c'était une représentation d'Il était une fois en Amérique à la Cinémathèque de Montréal, où en fait, c'est un film...
qui est ultra misogyne. Et en plus, à côté de nous, il y avait des spectateurs qui rigolaient à toutes les blagues sexistes. Et c'est un film qui avait un entracte parce qu'il est très long. Et en fait, moi, je suis partie à l'entracte, puis j'étais en fait, j'arrive plus. Et sûrement que c'est un film qui avait des qualités, mais là, c'était plus possible. Mais d'ailleurs, Alex, t'as écrit un article assez bien sur qu'est-ce qu'on fait en fait de ça. Est-ce qu'on peut transformer ça en outil critique aussi ? Parce qu'au final, c'est aussi une émotion que le film provoque. Donc, comment l'analyser ? Mais par rapport à ça aussi, pour rajouter un peu au débat, puis peut-être après on parle du film, moi je pensais au film Sirat, je sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti cette année, qui était horrible à regarder. Genre vraiment, c'est pas une expérience fun de regarder Sirat. Je conseillerais pas aux gens d'aller pour ressortir de bonne humeur. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon film parce que il arrivait à te mettre dans un espèce d'état où, enfin, je sais plus comment dire ça. Il arrivait à te mettre dans un état où tu avais l'impression que la mort pouvait tomber de nulle part et que tu te sentais ultra fragilisé. Et je trouvais que c'était une expérience que je n'avais pas ressentie très souvent au cinéma, cet état spécifiquement. Donc c'était pas positif en soi, mais le film était bien. Enfin, je ferais un peu encore la distinction. Toi, tu fais la distinction entre message politique et esthétique, mais aussi entre émotion positive et bon film. Pour moi, c'est pas équivalent nécessairement. J'ai juste envie de rebondir sur Sirat. Au pire, si c'est pas intéressant, on pourra couper. Mais moi, je l'ai vu et je l'ai aussi adoré. C'était pas une expérience que positive en termes de ressenti émotionnel, mais par contre, il y a quand même plein de choses, moi, que j'ai appréciées dans le film. Et du coup, oui, c'était un film qui était assez choquant et bouleversant, mais je trouve quand même que globalement, l'expérience, elle était quand même bonne. Et bon, en plus, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais message politique dans le film. Mais en tout cas, c'était une utilisation des émotions qui, pour moi, était pas dérangeante. Mais je sais que ça n'a pas du tout été pris comme ça par tous les spectateuristes, dans le sens où il y a des gens qui regrettaient de limite pas avoir été assez informés de à quel point c'était... choquant comme film. Et je sais qu'il y a aussi des gens, il y a des gens qui ont quitté la salle, qui comprenaient pas un peu pourquoi on nous balançait autant de violence à la gueule, quoi. Oui, tu ressors pas en mode vive la vie, quoi. Moi, je trouve que les gens ont pas assez rigolé au fait que... Ah, je te spoil plus, alors. Ouais, je crois que c'est trop tard, là. On a juste dit que c'était violent. Alors qu'il y a un film où tu sors vive la vie, c'est la sagesse de la transition. En tout cas, c'est le message du film, en tout cas, parce que, comme on le disait en introduction, Craig Foster est en profonde dépression, est en burn-out, il est réalisateur de documentaires et il n'arrive plus à filmer, et il va se soigner finalement au contact de son ami la pieuvre, qui donc à la fin meurt parce qu'elle a une espérance de vie très courte, mais lui, il remonte la pente. On pourrait peut-être commencer par là, parce que c'est un film, La sagesse de la pieuvre, donc qui est extrêmement narré. On est tout le temps dans une espèce de forme de il faut aller plus loin toujours, il est en dépression, il rencontre la pieuvre, et puis après il y a des trucs très jalonnés, on va dire une narration qui est très jalonnée. Et moi je me suis posé une question, c'est est-ce qu'un film qui est à ce point dans la narration peut être antispéciste ? Parce que je trouve qu'on est vraiment coincé dans le temps de l'être humain. C'est l'humain qui dicte les évolutions du film, plus que les étapes de vie de cette pieuvre notamment. J'ai l'impression que c'est pas incompatible, parce que, et d'ailleurs Craig Foster, le réalisateur, il est vegan et engagé en tout cas pour la conservation des milieux de vie des animaux. Mais après, ça dépend de comment c'est fait. Et dans le cas de La sagesse d'une pieuvre, c'est quand même, le pitch, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux ou qui devient ami avec une pieuvre. Donc ça dit dès le départ que ce sera en fait son histoire à lui qui rencontre une pieuvre. Donc après, ça dépend aussi, je pense, de la démarche d'assumer la subjectivité humaine de ce qui se passe. Ça peut être fait de plein de façons différentes, j'imagine, en fonction de l'idéologie et des valeurs du cinéaste. Moi, j'ajouterais aussi que l'antispécisme ou le spécisme d'une œuvre, c'est de toute façon un spectre. Et là, en tout cas, on verra en décortiquant que c'est clairement un film, pour moi, en tout cas, qui a des aspects antispé et des aspects spécistes, très clairement. Et moi, c'est assez marrant, mais je pense qu'on a eu un peu la même expérience avec Fanny. Moi, je l'ai vu 3 fois. 2 fois, il y a longtemps. Il est sorti en 2020, donc il n'y a pas si longtemps, mais en tout cas, avant d'avoir rejoint l'assaut et de me considérer comme étant antispé. Et on l'a revu récemment, justement, pour préparer le podcast. Et pour moi, quand je l'ai vu les 2 premières fois, le documentaire était centré sur la pieuvre. Mais juste parce qu'en fait, je suis beaucoup plus sensible à la pieuvre qu'à l'histoire de ce gars. Et du coup,
c'est vraiment en le regardant la 3e fois quand même que je me suis rendu compte de à quel point c'était narré et à quel point en fait il s'agissait de lui et pas d'elle. Mais vraiment, ça m'a demandé un peu de... Enfin, pas un effort, mais pour moi, c'était secondaire en fait, tout ce qui était sur sa guérison personnelle et comme c'était centré sur lui. Parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment Dieu que pour la pieuvre, en gros. Un peu comme lui finalement. Peut-être moi, mon point de vue sur ça, c'est que je pense que c'est un choix, effectivement, qu'on peut faire ou ne pas faire. D'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, tu as souvent ce genre de débats qui sont venus. Je prends un exemple pour un peu diverger, mais qui est assez représentatif de ça. C'est le seul film que Brecht et Fritz Lang... Ouais, voilà, ce que j'ai vu en cours. Ça diverge bien. Et j'ai dit, mais tu vas voir, ça va être accroché les wagons là. Et Fritz Lang qui voulait faire un film pour rendre sensibles les Américains à ce qui se passe en Allemagne nazie. Et en fait, Fritz Lang disait, il faut faire des histoires comme les Américains aiment des histoires. Et à l'intérieur, on mettra un peu de propagande de gauche politique. Et Bertolt Brecht disait, non, il faut pas faire ça parce que c'est des procédés narratifs qui aliènent et qui endorment. Et du coup, ça a été une dispute irrésolue. Et je crois que Brecht est même parti avant la fin du film. Et enfin, tout ça, c'est pas pour dire qu'il y a une façon ou l'autre de dire, mais que c'est souvent la question qu'on se pose dans pas mal d'endroits politiques quand on veut faire des films. C'est ce qu'on reprend des codes narratifs qui sont connus par la plupart des gens pour essayer de faire passer un message, ou est-ce qu'on passe par autre chose et du coup peut-être on perd une partie du public, mais on a un message qui va peut-être être plus puissant et plus précis politiquement. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce cas-ci, c'est quand même le fait d'avoir adopté le point de vue, du coup c'est Craig, son nom. Craig Foster, ouais. De Craig Foster, ça a quand même déterminé certaines choses qui sont un petit peu questionnantes, et je vais juste en dire une, et après, comme ça, vous pouvez aussi parler, que moi, j'ai trouvé très questionnante. C'était donc cette histoire d'amour avec une pieuvre, et que donc la pieuvre est féminisée dans le film. Il l'appelle She tout le temps, et du coup, pour moi, il y avait un peu cette espèce de besoin d'hétéronormativité que je trouvais complètement absurde, et de dire, si tu veux raconter une histoire d'amour avec un animal, peut-être qu'il y aurait eu une façon de raconter autrement, parce que c'est un autre type d'amour. Et enfin voilà, je trouve que ça a découlé directement le fait d'avoir mis un protagoniste homme et qu'on regardait à travers ses yeux d'humain son amour sur la pieuvre. J'ai trop envie de témoigner aussi de ce que ça m'a fait de le voir. Aussi parce que par rapport à ce que tu dis, qui est assez logique en fait. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, c'était il n'y a pas longtemps, donc j'étais déjà antispéciste depuis longtemps. Mais en fait, je l'ai adoré. Et juste après ça, j'en ai discuté avec les autres de l'asso pour voir qu'est-ce que ça avait été leur réaction par rapport à ce film. Et c'était hyper contrasté. Et donc, on l'a revu effectivement ensemble. Et là, j'ai vu vraiment tous ses défauts. Et c'était tellement évident que je comprenais pas. Enfin, j'avais l'impression d'avoir vu un autre film. Et la même chose que Chloé, en fait, c'est comme si j'étais tellement embarquée dans ces images toutes proches de la pieuvre qui sont absolument incroyables que le gars, il n'existait pas, en fait. Parce que j'étais lui. C'est moi qui étais sous l'eau avec cette pieuvre. Et ça a complètement gommé toutes les choses qui, après, me semblaient mais plus du tout OK, en fait, si j'avais pu faire le film moi-même. Ça, c'est trop bizarre, cet effet. Mais moi, j'ai eu la même chose. Effectivement, j'ai pas adoré le film la première fois, mais j'étais vachement plus embarqué. Les belles images, la belle histoire, tout ça. Et c'est vrai, quand on l'a revu avec Ludi, vraiment l'aspect narratif du truc, ça faisait vraiment hyper télé-réalité. Genre, on fait comment ça s'appelle, des cliffhangers. Ah mon Dieu, est-ce qu'il y a des ralentis, des trucs. Des scènes d'action, des scènes de poursuite. Exact, ouais. Et vraiment, ça nous a sauté aux yeux à quel point, en fait, formellement, le film, mais il n'est pas du tout subtil. Une fois que t'as perdu un peu tes yeux, ton candid eye, je sais pas comment on pourrait dire. Et je sais plus qui c'est qui, d'ailleurs, je disais ça il y a pas longtemps, mais un critique qui disait voir un film une fois, c'est pas voir le film. Ouais, c'est beaucoup de travail, voir 2 fois un film. Mais je suis trop d'accord. Et moi, quand on l'a revu, le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est toute l'intro, où c'est vraiment une introduction de télé-réalité. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils annoncent un peu tout ce qui va se passer dans le film avec l'intro. Ouais, c'est un peu quand montage au début, ouais, vraiment. Où il y a le petit requin, machin, qui arrive. Et c'est fou. C'est une télé-réalité documentaire Netflix. Voilà, ça m'avait un peu marqué aussi. Ouais, et c'est pour ça, on parlait justement de est-ce qu'un film anticipé est meilleur ou pas qu'un film qui n'est pas anticipé. Moi, je pense que c'est là-dedans. Pour moi, c'est pas un problème de faire le choix de l'être humain, de se centrer sur effectivement Craig Foster, sur son histoire. Mais je trouve que dans le cas de My Octopus Teacher, ça empêche le film d'être meilleur. Parce que il n'est pas vraiment dans une réflexion très poussée sur comment on a le point de vue de la pieuvre, comment on peut filmer à son niveau.
et interpréter ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et je trouve qu'en fait, du coup, le film se limite beaucoup dans ce qu'il peut proposer. Et ça se verra aussi, je vais vous laisser parler, mais ça se voit aussi dans la façon dont il interprète toujours tout ce qu'elle fait. Il n'y a jamais de truc où on va se dire « Ah, je comprends pas pourquoi elle fait ça ». Et puis c'est intéressant aussi, parce que les animaux, il y a un espace toujours d'interprétation. Et lui, il le remplit tout le temps. On n'est jamais laissé... Bon, d'ailleurs, en parlant de télé-réalité, c'est qu'au début, il nous montre le truc. En fait, la pieuvre, tout le long, elle fait un bouclier de coquillage. Et il dit oh là là, c'est complètement fou, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Et ils le mettent au début en disant à la fin du film, vous saurez pourquoi elle fait un bouclier de coquillage. Et je trouvais que ce truc-là, il n'y a rien de mystérieux, quoi. Tout doit être interprété, compris. Ouais, du coup, sur ça, c'est vraiment des aspects qui m'a sauté aux yeux quand on l'a regardé récemment. C'est tout l'aspect anthropomorphisme et à quel point il interprète et il projette des choses sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. J'avais noté qu'à un moment, il dit « À ce moment-là, je pensais comme un poulpe ». Enfin, t'es un peu là-bas, je crois pas. Et puis à un moment aussi... Enfin, je trouve qu'il y a aussi un côté un peu gênant qui dit qu'il ressent la même chose. Quand elle perd une tentacule, il dit « À ce moment-là, nos vies se faisaient écho ». T'es là, en fait, non, toi, t'as pas perdu un bras. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça où c'est un peu gênant même de à quel point il surinterprète. Mais je me suis quand même posé la question de... Enfin, ce documentaire a quand même eu un succès. Enfin, c'est un succès assez populaire. Et dans quelle mesure ça aurait été un succès équivalent si c'était moins centré sur lui, s'il y avait moins d'anthropomorphisme, parce que j'ai l'impression que les gens, du coup, ils se mettent vachement à sa place et que c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est le fait d'associer, de donner des caractères humains à des animaux, ça touche les gens et ça les rend plus empathiques. Donc en ce sens, ça peut aussi avoir une portée anti-spé. Je ne sais pas dans quelle mesure, si le documentaire avait été vraiment centré sur la pieuvre et moins sur cette histoire, les gens auraient été aussi touchés, quoi. Oui, c'est exactement ce que je pensais aussi par rapport à une sorte de tactique pour toucher les gens. D'ailleurs, il existe aussi des scènes de leur relation, ou en tout cas de la pieuvre, dans Planet Earth, mais donc de façon comme ça plus documentaire, tandis que là, il a vraiment choisi d'incarner le truc. Et je pense aussi que... Enfin, je disais que j'avais adoré ce film, mais c'était le seul truc qui m'avait un peu retenu, c'est ce truc de filiation, que j'ai aussi ressenti à fond dans Le Chant des forêts de Vincent Munier, qu'il ne me faisait pas ce film pour moi, parce que père, fils, grand-père, enfin, je me retrouvais absolument pas du tout dans ce motif. Mais je pense aussi que c'est justement ça qui a permis à plein de gens d'entrer dedans de façon assez simple et de se reconnaître dans son histoire. Donc après, c'est aussi pour ça que je me demande toujours si je suis le bon public ou pas pour le propos, parce que c'est quand même c'est un truc hyper normal. Le côté familial, le côté aussi se soigner, prendre soin de soi, sa vulnérabilité, tout ça. Oui, puis au final, ça nous fait un peu retomber sur ce qu'on disait de est-ce que du coup, on fait un film qui atteint un grand public, mais du coup, le message politique est amoindri, ou est-ce que on prend le parti que ça va toucher moins de monde, mais de manière plus importante. Dans un article que tu nous as envoyé, Fanny, où ils expliquaient le making-of, moi, j'ai trouvé une citation qui résumait assez bien ça, où ils disaient en fait qu'ils voulaient absolument que les gens expérimentent de la meilleure des façons cette histoire, et que donc, il fallait créer beaucoup d'émotions. Sinon, les gens n'auraient pas compris le message. Et donc, ça montre que c'était très clairement le choix, mais c'est vrai que moi, la deuxième fois que j'ai vu le film, je suis ressortie en me disant, en fait, c'est des gens qui ne sont pas vraiment intéressés par la relation de cet homme avec la pieuvre, ils sont plus intéressés à l'histoire que cette relation pourrait créer. Comment tu peux faire des émotions avec cette histoire-là ? C'est ça, plutôt que de vraiment regarder comment mettre en scène le réel, parce que j'ai l'impression que si c'est ça, dans ce cas, ta forme, elle va être très spécifique à ce que tu regardes, alors que là, c'est plutôt, on fait rentrer le réel dans une forme. Et moi, j'ai une anecdote que je veux dire depuis le début, et je sais pas où la placer. Du coup, je vais la dire maintenant parce que pour moi, elle est un peu symptomatique de ça. Moi, j'avais regardé la cérémonie des Oscars quand My Octopus Teacher a gagné. J'avais pas vu le film encore à ce moment-là, donc je savais pas du tout, enfin, je savais pas trop de quoi ça parlait. Et je me rappelle que j'avais été indignée quand ils avaient gagné le prix, les réalisateurs, parce qu'ils avaient remercié tout le monde, sauf la pieuvre. Alors, je sais qu'elle était morte, mais du coup, j'étais un peu... C'est trop marrant, vous avez fait un film sur une pieuvre et vous en parlez même pas dans votre discours. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. Ou la nature, enfin je sais pas, ils avaient juste remercié très classiquement un peu les producteurs, les réalisateurs, et puis enfin, sûrement que je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça, mais c'est marrant. Oui, c'est vrai. Puis pour reprendre une des critiques qu'une de vous a faites, celle de genrer la pieuvre, par exemple, moi j'ai lu ou entendu des critiques de comment elle est en tant que personnage dans la narration qu'il a faite, et le fait qu'il
il pousse en fait cette relation, même à un moment où on a l'impression qu'elle le veut plus, quand elle prend peur et qu'elle quitte son nid, et que lui, il la recherche pendant 2 semaines en faisant des plans de où elle pourrait être, et vraiment pour la retrouver et relancer cette relation. Et en fait, il y a plein de moments comme ça où pour moi, en revoyant le film, c'était plus clair si c'était aussi simple que ça, en fait. Et aussi ce qu'elle vivait. Il y a plein de moments où j'avais pas l'impression de voir ce qu'elle vivait, que lui, il voulait qu'on voit. Que des fois, c'était pas évident qu'elle était heureuse ou curieuse, il se passait peut-être d'autres choses qu'on pouvait pas du tout comprendre. Oui, puis quand il la retrouve, il lui tend sa main, puis elle tend le tentacule et dit « Ah, maintenant elle m'a accepté parce que j'ai mis 2 semaines à la retrouver. » En tout cas, il y a un truc un peu bizarre C'est comme hyper ça. problématique. Si on pousse au bout le fait qu'elle est genrée comme une meuf, si c'était un mec avec une meuf dans la vraie vie... Ouais, tu transpires. Oui, exactement. Des red une flags. jeune femme, en plus, ouais. Ouais, moi j'ai noté qu'il y avait il y a quand même pas mal d'aspects cringe vraiment dans la manière dont il s'attache à elle et dont il parle de leur relation et dont il inclut un peu son consentement dans ce qu'il lui attribue. Et moi, il y a vraiment cette scène, on en a reparlé, où genre elle est sur son torse. Et déjà, il y a un peu ce truc de voir un homme torse nu. Et il y a un truc un peu sexualisé dans cette scène qui m'a pas marqué les premières fois que je l'ai vue, mais que là, j'étais un peu là, mais ouais, j'ai pas envie de voir ça en fait. Et surtout, si à la limite il en parlait pas comme ça, peut-être ça m'aurait moins dérangé, mais là il y a un truc vraiment gênant, je trouve, dans cette scène où elle est sur son torse nu. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que j'ai le plan en tête avec le torse poilu du gars. Ouais, ça reste effectivement. Mais pour revenir un peu à cette question émotion, tout ça, moi je voulais vous poser la question d'un point de vue antispéciste. Est-ce que l'objectif d'un film antispéciste serait de faire ressentir de l'empathie pour un animal, des émotions fortes, c'est-à-dire de la tristesse, peu importe, pour un animal, ou ça serait de nous déplacer dans notre rapport à l'animal, dans notre hiérarchie qu'on a d'habitude dans notre quotidien par rapport à eux. Et est-ce que, si l'objectif c'est plus ça, l'émotion qu'on pourrait ressentir pourrait être un obstacle justement à ce déplacement-là, parce qu'on est un peu empris par la tristesse qu'on pourrait ressentir pour cette pieuvre et du coup faire abstraction de plein d'autres choses qui pourraient se passer? Non, alors pour moi, c'est plutôt une approche antispéciste de mettre le focus sur ce lien entre lui et la pieuvre et de casser en fait la distance qu'il y a à la base entre un animal inconnu et lui. Enfin, en fait, c'est cette distance-là qui permet le spécisme, qui permet de dire on peut faire ça à tous ces animaux sans que ce soit un problème. Donc, je trouve que c'est pour ça que son intention, elle est quand même bien, parce qu'elle nous fait vraiment rencontrer une personne en fait, et pas juste un représentant de l'espèce des pieuvres. Mais après, c'est toute la question de comment le faire et de... Ouais, je suis d'accord avec ça, et je voulais apporter une nuance, c'est que en fait j'ai l'impression qu'il a tellement glorifié cet animal que du coup c'est un peu comme s'il y avait une nouvelle forme de hiérarchisation, parce que par exemple quand il parle des requins ou d'autres animaux, il les considère pas du tout de la même manière que cette pieuvre. Donc en ce sens, oui, il y a une forme d'antispécisme vis-à-vis de la relation, mais j'ai l'impression que c'est un antispécisme qui est un peu sélectif. Et dans mon idéal, un film antispé le serait évidemment pour tous les animaux. Après, je trouve qu'il peut y avoir plusieurs choses qu'on peut attendre d'un film antispéciste. Ça peut aussi bien être de enlever justement cette hiérarchisation des espèces. Ça peut aussi être juste, pour une fois, de montrer les choses du point de vue des animaux et juste un peu de faire part de leur vécu, de leur ressenti et de les individualiser. J'ai l'impression qu'en fait, selon l'idée qu'on veut faire passer, il peut y avoir plein de manières de faire des films antispécistes. Oui, parce que là, du coup, le fait d'être dans cette espèce de glorification de l'animal, et notamment, j'ai vu dans tes notes que tu avais mis la question d'appeler ça la sagesse de la pieuvre, et du coup de penser que les animaux ont cette espèce de sagesse. Est-ce que c'est pas aussi une forme de distance, même si c'est plus entre guillemets positive, mais qui reste une distance quand même? Mais pour moi, c'est hyper complexe, parce que je pense que tous les films documentaires animaliers, ils sont face au problème d'antagoniser en fait. C'est que du moment que tu suis un individu pour mettre en avant ce qu'il vit et les problèmes qu'il rencontre, forcément que les autres, ceux qui vont être ses prédateurs, ils vont être les méchants.
Et c'est impossible de faire sans, vu que la prédation existe. Et tu peux juste inverser. Par exemple, si c'est... là, il s'attache à elle, donc les requins sont les méchants qui la menacent. Mais s'il s'était attaché à un requin, il aurait mis en avant une autre menace pour les requins, je sais pas, les pêcheurs ou le réchauffement climatique. Donc en fait, mais c'est un peu insoluble. Ça dépend après de comment tu décides de le raconter. Et puis pour la question de la sagesse, je trouve aussi que c'est assez ambivalent, parce que je trouve qu'il n'y a pas de mal en soi à se dire que les animaux ou qu'un individu ou n'importe qui peut nous apprendre quelque chose, même involontairement, tu vois. Même si elle n'a rien voulu lui apprendre, lui, clairement, il a appris quelque chose. Il le dit à la fin, que chaque personne, même toute petite, est importante. Donc oui, dans un sens, involontairement, elle est son teacher. Moi, je suis plus dérangée justement par le titre anglais que français. Enfin, je trouve encore que la sagesse de la pieuvre, pourquoi pas, mais déjà le mail me gêne un peu parce qu'il y a un peu ce truc d'appropriation. Et je sais pas, je trouve que teacher, c'est quand même un peu trop... à nouveau, c'est vachement anthropomorphisé. Je trouve qu'il y a à nouveau ce truc de glorification et de hiérarchisation que je trouve un peu moins prégnant dans la sagesse de la pieuvre. Ouais, parce que moi, je me demande, comme on disait, on a commencé un peu à plus se renseigner sur l'antispécisme, mais moi, j'ai écouté le début du podcast, là, Comme un poisson dans l'eau, et où notamment les premiers articles et intervenants, ils réfléchissaient pas mal à ce truc d'intelligence, et en fait, le fait qu'il peut se rapprocher des arguments capacitistes. Je crois que les gens doivent servir à quelque chose, doivent nous apprendre quelque chose pour qu'ils aient de la valeur. Et du coup, je me demandais si, en fait, le fait d'aller vers cette glorification de « Ah, cet animal a quelque chose à m'apprendre », c'est pas aussi, finalement, se réinscrire dans cette forme d'argument-là, alors qu'au final, même si ça ne nous apprend pas quelque chose, un être a le droit de vivre et de ne pas souffrir et de ne pas être exploité. Moi, c'est exactement ce que je voulais dire. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc dans le film par rapport à la pieuvre où, il y a un moment donné, il va dire oui, la pieuvre, elle est similaire à un chien, elle est similaire à un chat ou à un petit primate, il dit. Il y a un peu cette idée que la pieuvre, on peut avoir de l'empathie pour elle parce qu'on peut s'identifier sur certains trucs, parce qu'on peut projeter effectivement de la psychologisation, et parce qu'effectivement, il y a ce côté teacher de la pieuvre, elle a une valeur parce qu'elle nous apprend à vivre mieux en tant qu'être humain. Ouais, c'est un truc aussi que j'ai ressenti à quel point j'ai l'impression que le documentaire a envie de nous montrer que c'est un animal intelligent, ce qui est évidemment le cas, mais comme si ça... Du coup, c'était un des aspects les plus importants, alors qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à propos des animaux. Et je sais que suite à ce documentaire, il y a eu pas mal de personnes qui ont en tout cas arrêté de manger des poulpes. Je sais pas si les personnes sont devenues végétariennes ou véganes, mais je trouve ça un peu triste au final de se dire qu'il faut qu'on attribue des signes d'intelligence, souvent qu'on met en parallèle avec des signes d'intelligence humaine, à des animaux pour se rendre compte que en fait, ça n'a aucun sens de les consommer. Mais oui, en effet, ça rejoint une forme de validisme ou de capacitisme. Ah oui, je l'ai dit à la québécoise, non ? C'est les Québécois qui disent capacitiste. Je crois, ouais. Oui, c'est validisme. Ouais, j'ai pas regardé pour celui-là, mais je sais que des fois, quand il y a des films un peu comme ça, il y a des vagues aussi de gens qui adoptent des animaux le poisson clown dans Nemo, par exemple, où tout le monde a voulu avoir un poisson clown chez soi après. Après Flo aussi, il y a eu une vague d'adoption de chats noirs, quoi. Il y a eu un peu la réhabilitation des chats noirs qui n'étaient pas forcément les couleurs les plus choisies. Parce qu'ils survivent sur des bateaux. Ils sont forts, ces chats noirs. Une anecdote positive par rapport à ça, c'est que Craig Foster, il a répondu dans une interview à pourquoi il n'avait pas donné de nom, il dit juste elle. Et il disait que justement c'était pour éviter ça et pour éviter qu'on la considère encore plus comme un animal de compagnie ou comme un petit animal tout chou. Donc ça, je trouvais que c'était quand même cool qu'il le fasse volontairement, quoi. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en anglais, tu peux dire it pour un animal, t'es pas obligé comme en français de... Oui, après, c'est vrai que c'est comme il met aussi l'accent sur le fait que c'est une femelle et puis qu'elle meurt de la reproduction. Je pense qu'il avait tout intérêt à construire un truc comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce qui revient au processus de production, parce que tu nous avais aussi, Fanny, envoyé un article sur comment le film a été produit, et on apprend dedans qu'au début, la pieuvre n'était pas forcément le centre du projet, c'était plutôt la forêt d'algues. Lui, il avait un projet de film sur cette forêt, et c'est au moment où Netflix, si je me rappelle bien, rentre dans le projet, que là, ils ont un peu cette idée, il faudrait un peu une narration qui fonctionne un peu mieux, et c'est là où ils se disent, on va se centrer sur la pieuvre. Et puis ils font des interviews, ça marche pas. C'est pour ça qu'il y a quelques interviews dans le film d'ailleurs qu'on voit. C'est un peu. Alors c'est pas tout à fait vrai, si jamais. Vas-y, t'as relu. J'ai lu l'article dans le train tout à l'heure, donc je suis plus au fait. Vas-y alors. Alors je crois qu'ils avaient déjà eu l'idée de centrer sur la pieuvre avant l'arrivée de Netflix, mais c'est quand il y a eu 2 réalisateurs qui sont venus accompagner Craig Foster, qui à la base filmait seul. Et les entrevues, en fait, ils avaient essayé d'en faire Pipa, je sais plus son nom de famille. Oui, c'est ça.
avaient déjà fait des entrevues avec Craig, mais comme ça faisait déjà 8 mois qu'ils faisaient ensemble le projet, les entrevues, elles étaient pas bien. Et du coup, ils ont appelé James, qui est le deuxième réalisateur, qui est venu à ce moment-là sur le projet et qui a refait de nouvelles entrevues avec lui. Mais le truc de la forêt d'algues, c'est assez vrai, c'est qu'au début, c'était pas sur la pieuvre. Oui, mais c'est même plus spécifiquement que ça, c'est même pendant plusieurs années que lui, comme il était quotidiennement dans cette forêt, il bossait avec des scientifiques parce qu'il arrivait à leur procurer des images de choses qu'ils connaissaient pas du tout. Donc au début, c'était vraiment largement sur tous les habitants de cette forêt. Et ensuite, quand il a découvert cette pieuvre, il s'est dit qu'il voulait faire un film spécialement là-dessus. D'accord, ok, ouais. Mais ce qui montre un peu aussi cet aspect de, comme on disait, on va l'utiliser. Il y a ce truc un peu utilitariste. Ah ben la pieuvre, la relation avec la pieuvre, ça c'est bien pour faire un film. On va se concentrer là-dessus. Alors qu'un film qui serait un peu plus sur un écosystème entier, un peu plus dilué, sans narration, c'est plus difficile à vendre, c'est plus difficile à regarder. Oui, et puis moi je trouve quand même que ce qui pardonne quelques erreurs à ce film, c'est quand même l'impact qu'il a eu, ou en tout cas l'effet. Parce que je sais pas exactement l'impact, mais donc quand il filmait, il y avait déjà beaucoup de pêche aux poulpes. Et en plus, ensuite, c'est la même époque où il y a cette menace de faire des élevages industriels de poulpes en Espagne. Et il y a eu vraiment une mobilisation qui a été, je pense, comme ça, nourrie par le fait que ce film a été aussi connu. Et il y a eu aussi des États aux États-Unis qui ont interdit l'élevage de poulpes. Et le lien, c'est difficile de prouver que ça a été direct, mais je pense que ça a créé un débat quand même de société, spécialement sur ces animaux, qui n'auraient peut-être pas été aussi facile sans ce film. C'est ça que j'avais demandé, est-ce que c'est vraiment corrélé, parce qu'au final, il montre peu le danger que vit le poulpe, le danger que les humains représentent pour les poulpes, mais tant mieux si les gens ont quand même réussi à faire le parallèle. En tout cas, d'un point de vue militant, j'ai l'impression que c'est pas forcément parce que tu dis le message clair que ça va pas avoir cet effet. Tu vois, des politiciens vont peut-être plus facilement choisir de porter un message s'il n'a pas été dicté de façon ultra binaire par des militants. Donc, mais c'est vrai que c'est pas prouvé. Mais en tout cas, il y a comme ça eu un moment où les poulpes étaient considérés comme dignes de lutter pour le... Je vais poser une question de teubé, mais parce qu'on a utilisé les deux termes, c'est quoi la différence entre un pieuvre et une poulpe ? Il n'y en a pas. Il y a pas. Un pieuvre et une poulpe, j'ai dit. Une pieuvre et un poulpe. Ok, il n'y a pas de différence entre les deux. Ok. Parce que moi, je disais poulpe et après, on a dit pieuvre et je sais plus ce que je dois dire. Mais pour revenir à cette question de l'antispécisme vis-à-vis des requins, notamment, et des mollusques dans le film, moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est qu'effectivement les requins sont très vite antagonisés. À un moment donné, quand il y a un requin qui attaque la pieuvre et qui lui mange une tentacule, il utilise le terme de death roll. Et je dis ça, si on avait fait un documentaire sur les requins, ils n'auraient pas dit death roll, ça n'aurait pas été si négativement présenté, ça aurait été montré comme regardez comme le requin est intelligent, la technique qu'il utilise pour attraper les animaux. Et après, il y a plein de mollusques en fait, que la pieuvre mange qui sont absolument pas traités comme des animaux, c'est elle se nourrit, puis c'est comme ça, et puis c'est la nature, et puis c'est tout. Donc moi, ça m'a beaucoup dérangé ça, et ça fait partie, je pense, des points où le fait que le film n'est pas entièrement antispé ou n'a pas une réflexion assez profonde sur l'antispécisme à ce niveau-là, qui l'empêche d'être meilleur selon moi, parce que je trouve qu'un film qui aurait... J'ai conscience que c'est très difficile de faire ça, d'avoir effectivement pas antagonisé, mais d'avoir moins d'essayer au moins. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, et ça m'a vraiment frappé la fois où je l'ai revu, que évidemment dans ce film les animaux n'ont pas du tout le même traitement. Je crois qu'il y a un moment il parle de nourriture, food, pour parler justement des poissons ou des mollusques dont elle se nourrit. C'est vrai que c'est un peu dommage, et en même temps c'est étonnant parce moi une des phrases qui m'a vraiment marqué, c'est à la fin, à un moment il dit on comprend à quel point tout le monde est vulnérable, donc il y a vraiment quand même ce truc de rappeler que les animaux sont des personnes, des individus sentients, et du coup on dirait quand même que en tout cas que Craig il a compris ça, et que justement en plus Fanny disait qu'il était vegan et peut-être a priori un peu anticipé, on sait pas trop, mais du coup je trouve étonnant ces choix là. Après, est-ce que c'est un choix justement un peu cinématographique pour justement que tout le monde se prenne d'un élan d'empathie pour la pieuvre, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, surtout que les requins ils sont vraiment clairement montrés juste comme des méchants, et limite un peu moqués le moment où elle monte sur le dos du requin et que du coup il peut plus la toucher et tout. Il y a un peu ce truc limite de tourner en dérision le requin. C'est vrai que c'est un peu dommage, en tout cas en ce sens. C'est pas un film qui est 100% anticipé, c'est clair. Je trouve aussi qu'il y a plein de façons de raconter ce qui se passe dans ce film qui sont effectivement
pas optimale au niveau de ça, de la hiérarchisation aussi, le fait que on a toute une heure pour faire connaissance avec elle, alors que le crabe qu'elle tue, il apparaît et puis il meurt tout de suite. Donc évidemment, c'est problématique. Mais je me suis posé la question en regardant d'autres documentaires qui se passent comme ça dans des endroits où il y a de la prédation, parce que c'est quand même un sujet qui est vraiment très très large. Et pour moi, un exemple vraiment positif, mais qui est quand même face à ce problème, c'est justement la série Planet Earth de la BBC avec la narration de David Attenborough, parce qu'ils arrivent à jouer assez finement sur le fait qu'il faut pouvoir s'attacher, enfin en tout cas faire connaissance avec un animal, un individu ou un groupe, et puis quand même montrer le fait qu'il y a de la prédation. Et ils le font assez bien parce que c'est un peu des petites scènes et tu passes d'un cas de figure à un autre où ils thématisent le fait que tel animal meurt parce que l'autre doit vivre et donc le manger. Et puis ils sont aussi assez fins sur la façon dont ils gèrent l'intervention, qui serait un autre truc dont on peut parler. Enfin, en fait, qu'est-ce que la personne qui filme fait dans l'espace où ça se passe, et puis à quel moment elle peut aider un animal ou pas. Donc pour moi, ça, c'était plutôt ça le bon exemple. Et ça m'a fait réaliser que dans la narration de Craig Foster, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites pour juste assumer aussi ce problème qui est inéluctable pour un documentaire animalier qui se passe comme ça dans un espace libre. Ouais, puis ce que je trouve intéressant qu'on pourrait peut-être préciser de ce que j'ai compris dans l'article, c'est qu'il faut peut-être distinguer aussi ce que Craig Foster pense, voit et filme et ce qu'est le film qu'on regarde. Et peut-être que même on voit, je pense, des bribes du rapport de Craig Foster à la nature dans certaines images, mais je crois que ce qu'il nous est raconté, c'est vraiment pas du tout son point de vue à lui. C'est vraiment le point de vue des deux personnes qui ont réalisé et qui ont, en tout cas dans l'article, disent qu'ils ont été appelés parce que c'est des très bons storytellers et qui savent très bien raconter ça. Donc j'ai l'impression que potentiellement Craig Foster a un rapport plus antispéciste à ce qu'il voit et ce qu'il filme, mais le film ne nous en montre que des petits fragments. Oui, c'est vrai. Même si c'est sa voix et c'est ses interviews, oui, il y a un gros travail de montage qui est refait par-dessus. Mais d'ailleurs, on peut adresser ce sujet maintenant de est-ce que c'est très présent dans le film ? Est-ce que j'interviens ? Même à un moment donné, il intervient, il chasse une moule pour elle, il l'ouvre pour lui donner. Il y a tout le passage où elle se fait attaquer par les requins et il demande est-ce qu'elle va réussir à retourner dans son, je sais pas comment on dit, dans son récif, là où elle est d'habitude. Et il dit est-ce que je vais l'aider, est-ce que je vais pas l'aider ? Comment vous percevez cette question de l'intervention de l'homme dans le milieu sauvage, entre guillemets? Et d'ailleurs, est-ce que la notion de milieu sauvage, c'est quelque chose qui est à questionner, à remettre en question? Oui, ça c'est, je pense, le centre du débat avec une optique antispéciste, parce qu'il n'y a pas de consensus parmi les antispécistes par rapport à la prédation, l'intervention, ou même probablement par rapport à la nature. Enfin, moi, je suis antinaturaliste. Pour moi, la nature, ça n'existe pas. C'est une idée, c'est un terme fourre-tout qui sert juste à justifier en fait certaines valeurs, certaines idéologies. Donc, en fait, l'action, c'est plutôt chaque fois l'individu et puis le contexte, l'environnement des individus en question. Et je pense que ça dépend donc du système de valeurs du cinéaste ou de la cinéaste et puis ce qu'elle choisit de montrer pour justifier l'intervention ou pas. Et en tout cas, ce que j'ai pensé par rapport à My Octopus Teacher, c'est que Craig Foster, il était vraiment pris entre deux trucs et il n'arrivait pas, ou en tout cas la personne qui a écrit le récit comme ça, qu'il est pris entre la position du conservationniste, donc de l'écolo, qui dit qu'il y a le sauvage et qu'il ne faut pas aider ni intervenir parce que c'est un ordre qui sait ce qu'il fait, et sa position d'individu en amitié avec cette pieuvre, et que si tu es ami avec quelqu'un, tu vas l'aider, c'est la moindre des choses. Et donc en fait, il fait les deux à la fois, donc il n'a pas réussi à trancher le truc, et c'est pas vraiment thématisé parce que je pense qu'il n'y a pas moyen de le thématiser avec ce qu'il y avait comme matériau de film. Ouais, justement, c'est même assez intéressant parce qu'il dit plusieurs fois dans le film qu'il n'intervient pas, et comme tu l'as rappelé, en fait, il intervient parce qu'à un moment, il lui donne à manger. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi se demander pourquoi il l'a pas aidé quand elle était blessée. Après, moi, c'est de toute façon pas forcément le débat de savoir est-ce qu'il aurait dû ou pas intervenir. Mais c'est vrai que même lui, il a l'air de pas totalement savoir ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que si on transpose la situation à un individu humain, on se dit que probablement on serait intervenu si on a un pote qui se fait couper le bras, quoi. Donc c'est là aussi où on se rend compte que ça reste quelque chose de un peu spéciste.
Oui, moi je vais pas amener ce débat sur la question générale parce que je suis pas du tout assez calée sur ça, mais dans le film, ce que je trouve intéressant, c'est comment c'est un peu effectivement à géométrie variable ce intervenir ou non, parce que pour moi, du fait même de l'existence du film, il est intervenu. Enfin, du moment qu'il est entré et qu'il est allé nager dans cet écosystème, il était là. Puis toutes les interactions qu'il a avec le poulpe, ça veut dire qu'il intervient. Et j'ai l'impression que du coup, de centrer un peu la question sur est-ce qu'il faut intervenir ou pas, ça occulte un petit peu le fait de juste se demander qu'est-ce que je suis en train de bouger en fait quand je suis là. Parce qu'en fait, tu bouges déjà de toute façon des choses et du coup faire un peu, je sais pas, ton autocritique de toi dans cet écosystème maritime. Oui, par exemple, il a peut-être empêché les requins de chasser correctement. Peut-être que s'il n'avait pas été là, la pieuvre aurait été mangée parce que les requins auraient pu bouger différemment ou quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, la pieuvre, elle l'utilise lui-même comme un bouclier quand elle chasse, je crois. Ça, c'est son interprétation à lui. Ouais, Et justement, voilà. on en avait un peu débattu de est-ce que vraiment elle chasse avec lui ou est-ce que c'est un peu lui qui interprète ça, on sait pas trop. Ouais, en tous les cas, elle se met derrière lui, puis lui, il est là, quoi. Il n'est pas invisible dans ce moment. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une nécessité de se demander quand il y a un projet de film de ce type, où il est l'équilibre entre le besoin de sensibiliser, donc d'avoir un effet positif pour les animaux en question ou pour le lieu, et puis ce besoin permanent de s'en mêler en fait en tant qu'humain. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir tel truc ou d'avoir telle preuve de tel truc, ou est-ce qu'on peut juste se dire qu'il y a des choses qui sont à raison loin de nous? Et donc là aussi, j'ai trouvé que ce truc d'être forcément dans cet environnement en tant que comédie citoyen, invité, si tout le monde fait ça, ça va pas en fait. Qui s'est invité en plus. Oui. Donc, moi, peut-être pour revenir sur cet aspect non-intervention, idéologiquement, ça vient d'où? En fait, c'est dans l'idée de garder l'aspect sauvage de la nature, c'est-à-dire que l'humain ne doit pas intervenir parce que la pieuvre est censée vivre toute seule. Oui, voilà, c'est ça. L'idée de nature, c'est que la nature fait bien les choses et qu'il y a une harmonie c'est quand même un peu, c'est une mystique, qu'il y a quelque chose qui est fait de la façon dont ça doit être fait et que si on intervient, on casse cet équilibre. Ce qui est marrant, parce que dans le film, ça me faisait penser à une critique que je m'étais dit, c'était le fait justement de pas regarder, on l'a un peu évoqué en off, mais l'impact des humains sur cet écosystème. Et du coup, j'ai l'impression... Attends, j'ai perdu ma réflexion sur ce que... Genre là maintenant, mon cerveau a fait... Ça arrive. Non, c'est pas grave. Mais déjà, en plus, sur cet aspect, le rapport de Craig Foster à la nature, moi, il y a la scène avec les pisteurs du Botswana qui est un peu bizarre, parce qu'il utilise un vocabulaire où il dit « eux étaient dans la nature », parce qu'eux, ils sont habitués à leur environnement, ils chassent, ils arrivent à lire les traces par terre pour trouver les animaux, et lui, il dit « moi, je me sentais en dehors ». Et je voulais re-rentrer dans la nature. Et cette vision de en dehors, dans la nature, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bon, je sais pas à quel point je vais répondre à la question, mais je voulais rebondir sur la première partie. Moi, je l'avais noté en tout cas, cette glorification des pisteurs qui, moi, m'a mise assez mal à l'aise. Et pareil que j'avais aucun souvenir de cette scène. Et j'ai même noté qu'il utilisait l'expression pisteur de génie quand il parle d'eux. Et moi, j'ai trouvé ça assez gênant. Et j'ai l'impression que c'est un peu une forme de romantisation de la prédation. Et qui, en tout cas, moi, m'a dérangée, surtout au troisième visionnage. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça entre dans ce truc du naturel versus l'artificiel. Et puis, il y a un peu un fantasme low-tech, en fait. Parce que, où la nature commence et où elle s'arrête, s'il y a aussi des humains dedans, en fait. C'est juste une question de comment chaque personne vit. Et puis, lui, la nostalgie de quelque chose qui n'est pas du tout son contexte, je sais pas. Oui, qui n'existe même pas. Oui, il y a un peu cette utopie de ce milieu marin préservé des humains dans lesquels il peut aller explorer, alors que probablement que c'est pas vrai. Et c'est ça que je voulais dire. Et même que, on le voit dans l'article de nouveau que tu as envoyé, où à un moment donné, il y a eu, à l'endroit où ils ont filmé une pêche aux poulpes.
et que ces images ont été filmées. Et d'ailleurs, il y a 2 baleines qui sont mortes et qui se sont pris dans les trucs pour capturer les poulpes. Et que ça, ils ont choisi de ne pas le mettre dans le film pour diverses raisons. Mais du coup, ça contribue à un peu faire comme si ce petit milieu était totalement... c'est ça, la nature vs l'endroit des humains. Ce sont 2 choses qui vivent de manière totalement distincte et pas poreuse. Et les humains sont pas du tout en train d'essayer de détruire tous les espaces naturels dans lesquels ils vivent aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant. Moi, un autre aspect que je voulais peut-être aborder, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'était... je l'ai remarqué à partir d'une scène, c'est le moment où Craig Foster doit respirer. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule fois dans tout le film où il doit respirer, alors qu'il est sous l'eau tout le long avec un tuba, il n'a pas des bouteilles d'oxygène, donc j'imagine qu'il doit quand même remonter assez souvent à la surface. Et le seul moment où on voit ça, c'est quand ça peut créer du suspense, parce qu'il y a le requin qui est en train d'attaquer le poulpe, et au moment où le requin va attaquer, il remonte, et après il redescend, puis elle est finalement sur le dos du requin. Et je trouvais ça intéressant aussi, ce que ça construisait comme être humain. Enfin, c'est un peu un être humain qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous, quoi. Genre respirer, ça n'a pas l'air de... Dans le film, il n'y a pas trop besoin, quoi. Ah, c'est marrant parce que c'est justement à ce moment-là... je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de... Enfin, j'ai pris conscience parce que j'avais bien vu qu'il n'avait pas de bouteille d'oxygène. Mais c'est vrai que ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'imagine qu'il fait de l'apnée et qu'il reste quand même assez longtemps sous l'eau. Mais c'est vrai que c'est totalement occulté dans le film. Et il y a juste ce moment-là. Enfin, c'est vraiment hyper mis en scène pour, comme tu dis, pour créer du suspense. Mais c'est fou parce que je ne l'avais pas remarqué avant que finalement, il n'avait rien pour respirer sous l'eau. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, et je ne sais pas si c'est parce que ça fait un moment que je m'intéresse à l'apnée, et donc dès le début, j'ai trouvé qu'il le disait, je tenais tant de temps, je ne pouvais pas faire ci ou faire ça, avant qu'il y ait cette scène-là. Et donc pour moi, quand il y a eu cette scène, je me dis qu'il a été obligé de le dire, parce qu'en fait, comme il n'était pas là quand ça se passe, le retournement de situation, forcément, il doit dire pourquoi, et puis évidemment, c'est parce qu'il devait respirer. Donc j'ai pas eu cette impression. Donc il y a d'autres fois, comme par exemple la course-poursuite, ou comme ça, que j'ai trouvé que c'était hyper monté comme un film d'action, mais là par contre j'ai trouvé que c'était plutôt lié aux circonstances matérielles de sa présence. Ah, c'est marrant. Mais j'aime bien, on peut faire une synthèse finalement des 2 ressentis. Bon, moi, je rejoins plutôt Chloé aussi, même là, quand j'essaie de me rappeler le film, j'ai l'impression que c'est un film qui est sous l'eau, et où personne respire jamais. Mais oui, parce que c'est pas intéressant de montrer toutes les remontées. Je connais des gens qui font des films en apnée, et aussi le montage, il est toujours fait de façon à ce que tu as l'impression qu'ils sont 10 minutes sous l'eau, alors qu'en fait, c'est constamment des remontées pour aller prendre sa respiration, mais en fait, ça, c'est pas intéressant, tu vois. Et puis après, il est dès le début montré comme un athlète qui arrive à aller au récif alors que c'est hyper dangereux, il faut attendre il fait 3 degrés. C'est vraiment... il est aussi, je pense qu'il est aussi très, très doué dans ce qu'il fait, mais moi, dès le début, je l'ai vu comme un espèce de surhomme aussi, en tout cas à ce niveau-là. Quoi. Et ça nous vient à une question, moi c'est parce que quelque chose qui nous a tous marqué, je pense, dans le film, c'est à quel point c'est beau. C'est très très bien filmé, avec des très belles images, des très belles caméras qui filment magnifiquement tout le récif et toute la forêt d'algues et le poulpe. Et moi, ça me faisait penser à la question de c'est quoi bien filmer la nature. Parce que souvent, dans les films quand même documentaires, on va montrer la nature comme elle est belle. Et l'objectif, c'est de montrer la beauté de la nature avec des très très belles images. Mais je me demandais si ça n'a pas aussi une tendance un peu à figer la nature comme ce truc qui doit être sauvé parce que beau. Et ça me faisait penser au film Forêt Rouge qu'on a critiqué dernièrement, où il y avait aussi cette beauté dedans, mais il y avait aussi beaucoup de recherche de la beauté et de montrer que pour arriver à cette belle image, des fois il faut travailler un petit peu, il faut bouger, il faut hésiter, il faut machin, et la nature n'est pas tout le temps belle, et que des fois c'est juste normal ou lambda ou un peu plus moche que ce qu'on pense. Et j'ai l'impression que le film est, vu qu'il est souvent sur cette même tonalité de tout est beau, je me suis posé, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais je me suis posé la question de c'est quoi bien filmer la nature. Je sais pas, moi j'ai pas un avis hyper tranché, je sais juste qu'en tout cas la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, justement la beauté des images et un peu avoir l'impression d'avoir la chance d'assister à des choses qu'on devrait normalement pas voir ou qui sont normalement inaccessibles. Et le fait qu'il allait aussi tous les jours lui rendre visite, ça fait qu'il y a autant de contenu et qu'il y a quand même des scènes assez folles, notamment le moment où elle... pour se protéger, elle prend plein de coquillages et de pierres qu'elle se les met pour faire une espèce de carapace. Ça, j'ai un peu l'impression que c'est fou de pouvoir voir ça et un peu de comprendre pourquoi elle a fait ça et tout ça.
Donc en ce sens, moi je trouve que les images sont belles parce qu'elles montrent des choses peu accessibles, mais c'est hyper subjectif de toute façon de qu'est-ce qui est beau ou qui ne l'est pas. Mais moi je trouve que c'est un univers qui est assez fascinant globalement de voir ce qui se passe sous l'eau de manière générale, parce que justement il y a un peu cette distance habituellement, parce que c'est un milieu qu'on connaît peu. Je me demande si c'est pas aussi un besoin humain, la beauté, et puis d'être émerveillé par des choses qui sont vues. Et puis là, c'est un peu le sommet du truc parce que c'est dans un univers qu'on connaît peu, mais ça peut se faire aussi avec d'autres univers. Et il y a aussi des documentaires animaliers sur des animaux qui sont pas inconnus, comme des animaux d'élevage, et où je pense par exemple à Gunda de Victor Kosakowski. Où lui, il a dit que c'était vraiment sa volonté de créer une œuvre d'art, donc de faire quelque chose de très esthétique à partir d'un matériau qui n'est pas forcément considéré comme tel, vu que c'est des images de poules, de cochons, comme ça. Donc je trouve que c'est une démarche qui peut aussi être intéressante parce qu'elle valorise en fait un sujet. Mm-hmm. Oui, puis lui, c'est sa démarche souvent de rendre les choses belles. Il a fait un film Aquarella qui est sur l'eau, qui est aussi magnifique. Toi, tu as vu Architecton sur les pierres. C'est tellement beau, les pierres qui tombent. Les pierres qui tombent et qui dansent la disco. Ouais. Mais d'ailleurs, et pour parler de Gunda, moi, par rapport à ce qu'on disait, l'interprétation, il y a une scène qui est déchirante dans Gunda qui est à la fin. Je sais pas si je la raconte, mais en tout cas, je la raconte pas. Mais on voit le cochon faire quelque chose, je vais dire comme ça, et nous, on l'interprète d'une certaine façon, ce qu'elle fait, l'émotion qu'elle ressent et tout ça. Mais c'est pas dit par le film, je trouve, par rapport à My Octopus Teacher. C'est que nous, on l'interprète d'une certaine façon, et c'est évident que le film veut qu'on l'interprète de cette façon-là, mais je trouve qu'en même temps, il nous dit peut-être que c'est pas ça, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que c'est autre chose. Mais je trouve que le film arrive quand même à nous laisser cet espace-là d'interprétation que nous, on doit faire, et c'est pas le film qui nous dit si, en fait, c'est ça qui se passe à ce moment-là très précis. Ce que fait souvent La sagesse de la pieuvre. On est rarement dans le doute par rapport à ce que fait la pieuvre. Oui, moi j'ai vraiment adoré Gunda aussi du fait qu'il n'y a aucune voix off, donc il n'y a aucune projection ou rien, donc on est déjà épargné de tout ce questionnement. Mais je pense que c'est aussi possible parce que les animaux qu'on voit, c'est des animaux qui sont plus proches de nous et dont on a aussi lu des choses sur des questions d'éthologique et tout, mais je pense que ça serait impossible avec une pieuvre parce qu'on serait en train de se demander pendant 1 heure ce qui est en train de se passer, tu vois. Pour revenir un peu sur ces questions d'images belles dont on parlait, moi je suis hyper d'accord que c'est des très très beaux plans, mais je n'ai pas trop développé encore ça dans ma tête, mais pour moi ça contribue à créer un peu une forme de distance. En tout cas quand moi je vois ces images-là, je fais un peu cette chose-là, c'est un peu un paradis ultra loin et ça ne va pas... mais vraiment, de nouveau, c'est ma sensation à moi, ça va pas participer à me rapprocher, à me faire sentir plus concernée par ce que je vois, parce que j'ai l'impression que c'est tellement inatteignable comme espèce de forme de beauté, puisque non seulement c'est très beau, mais aussi l'étalonnage rend ça ultra beau, c'est des couleurs un peu chatoyantes voilà, donc je sais pas à quel point ce que ça peut produire, et je me demande si de filmer un truc un petit peu plus moche, quoi, avec peut-être une caméra qui tremble un peu plus, ça donnerait pas l'impression d'être plus proche du sujet. Du coup, t'as l'impression que pour être plus concerné, il faudrait que ce soit moins esthétique. Je sais pas si c'est ça que je dis. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, l'espèce de surbeauté de ce truc-là m'a pas fait me dire c'est pas loin, faut agir. Après, en même temps, c'est loin, c'est en Afrique du Sud. Oui, c'est sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais même lui aussi, je trouve que... J'avais aussi noté qu'il l'appelle créature ou créature fascinante. Des fois, il y a un peu comme si c'était limite quelque chose de pas hyper réel, cet animal. Comme si... Donc, en ce sens, je comprends qu'il y a un peu ce truc de distanciation, comme si c'était tellement un être extraordinaire qu'en fait, il n'était pas vraiment réel. Mais ça, c'est aussi lui, dans sa manière de parler de l'individu. Mais j'ai l'impression que pour la plupart des gens qui ont vu ce film, j'ai l'impression que les gens sont quand même assez sensibles à la beauté des images et que ça a plutôt marché en tout cas. Que ça les a plutôt embarqués plutôt que distanciés. Bon, il y a un plan que j'aime bien, vraiment. Non, il n'y a pas qu'un. C'était 1h30 de souffrance pour Alexandre. Que j'aime plus que les autres, on va dire. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est le plan où la pieuvre meurt. Et je trouve qu'à ce moment, il est très beau.
par rapport justement à ce côté à tout le film, parce que donc, elle meurt et elle est emportée par le courant, et là elle se fait manger par un requin. Et c'est un plan que je trouve très pas du tout impressionnant, ou qui est un peu banal dans tout le film, qui est presque mal cadré, en tout cas qui est un peu juste hop, elle se fait manger. Et je trouve que là on retrouve un peu cet aspect de la nature qui est écoute, la pieuvre elle est morte et puis elle se fait manger par un requin, puis la vie continue, quoi. Et je trouve qu'après tout un film, 1h30 de film qui est très émotionnel, qui essaie vraiment de nous accrocher émotionnellement à cette pieuvre, donc il y a toute une voix off au-dessus qui rend ça très, très émotionnel. Mais je trouve que le plan en lui-même nous ramène à une espèce de matérialité très concrète de la nature à ce moment-là que moi je trouve beau. En tout cas, et c'est là où je me dis, un film peut-être plus sobre aurait peut-être été aussi plus intéressant à ce niveau-là, quoi. Puis c'est vrai qu'en termes de je me rappelle pas exactement de la scène, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas mis de musique avec un méga suspense, parce que des fois ils rajoutent, j'ai l'impression, du bruitage dans les fonds marins, et que là ils rajoutent pas grand-chose. C'est très silencieux comme moment finalement. Moi je m'en souviens comme un truc très anti-spectaculaire. Mais moi j'ai quand même trouvé qu'ils esthétisaient un peu le truc. Ok. Et ça m'a quand même gêné qu'on voie autant son corps mort. Enfin, je me suis dit que c'était aussi justement parce que c'est un animal que c'était comme ça, parce que c'est quand même son amie qui est morte, et il filme son corps qui se fait, qui flotte comme ça. Enfin, pour moi, c'était trop long. Ça aurait dû être suggéré, mais pas montré autant, parce que c'est horrible, en fait. C'est vrai que je me suis dit, je te l'ai dit d'ailleurs, si c'était un humain, on ne laisserait pas le corps mort comme ça dans un plan. Enfin, ça se fait juste pas. C'est même une question éthique. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est très juste, ouais. Je suis d'accord avec vos deux points de vue. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion, ce qu'on se permet de montrer avec les animaux, comme la blessure, quand se fait arracher le tentacule, on montre en relativement gros plan ce qu'est la blessure. Oui. Quoi. Et puis après, on peut aussi se demander à quel point c'est notre filtre de ce qui est respectueux ou pas respectueux. Tu vois, notre rapport aux morts, il est très humain, en fait. Et ça ne veut pas dire que pour les autres animaux, on doit forcément exiger le même respect du corps. Donc, je sais pas, je trouve que ce film, il pose plus de questions qu'il donne de réponses. Oui, c'est vrai quand même, notre rapport à la mort, il est très situé, parce qu'il y a d'autres cultures qui ont un rapport à la mort beaucoup plus proche, où c'est pas un problème de voir des gens morts, c'est pas un problème de les porter, en tout cas. Alors que nous, on a vraiment mis la mort à distance, des êtres humains, en tout cas. Alors qu'en vérité, on voit des animaux morts quasiment tous les jours en se promenant dans la rue. En tout cas, on en voit assez souvent. Et ça nous choque pas tant que ça. Ouais, c'est intéressant, je trouve que cette scène, elle peut avoir... Pour moi, les deux points sont pas incompatibles. C'est montré de manière anticlimatique, ça se dit ? Ouais. Anticlimax. Ouais. Massacre. Parce que je pense que ça aurait été pire que la mort soit de nouveau montrée dans une espèce de scène d'action, et en même temps que ça amène la question de pourquoi est-ce qu'on montre avec autant de facilité la mort des animaux, et alors que les humains on voudrait pas les montrer. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la mort, de notre rapport en tant qu'humains aux animaux? Oui, ça c'est une question que je me pose sur l'antispécisme. Du coup, est-ce que c'est traiter les animaux comme des êtres humains, ou est-ce que c'est traiter les animaux comme des animaux, parce que finalement, si on avait traité cette mort comme un être humain, ça aussi pose la question de calquer nos façons de représenter, de plus le considérer comme un animal, mais comme un être humain. Je sais pas ça. Non, l'antispécisme, c'est l'égale considération des intérêts d'un individu. Donc, c'est des questions éthiques, c'est pas une question de principe. C'est dans chaque situation se demander qu'est-ce qui est bon de faire. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas de dire les animaux ce sont des êtres humains. Par exemple, il y a des exemples un peu connus de on va pas donner le droit de vote aux poules. Enfin, c'est pas du tout ça qui est revendiqué par les antispés. Moi, mais j'ai par un peu contre, envie qu'elles aient le droit de vote. Probablement qu'elles voteraient mieux que les humains, mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut respecter leurs besoins et leurs intérêts, et surtout de reconnaître que c'est des individus qui ont des intérêts propres, ce qui est souvent... le côté individualité est souvent... un peu passé sous silence, notamment par l'industrie, parce qu'on n'a pas trop intérêt, on a plutôt intérêt à parler des vaches que de les individualiser, et c'est pareil avec tous les animaux d'élevage. Mais du coup, ouais, c'est ça le principe, et d'enlever cette hiérarchie des espèces qui n'a pas de sens. Et par contre, ça ne veut pas dire que toutes les espèces sont les mêmes. Est-ce que tu as d'autres aspects encore Moi, je pense que j'arrive au bout de mes notes. Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez rajouter moi, j'avais juste noté un point qui m'intéressait, c'est la question de l'utilisation d'animaux réels dans les documentaires, parce qu'il existe en fait des documentaires qui sont faits
avec des animaux de synthèse, comme par exemple un que j'adore, c'est Prehistoric Planet, qui est la même chose que Planet Earth, mais avec des dinosaures de synthèse. Et je trouve que c'est incroyable, c'est hyper bien fait et ça nous émeut de la même façon que si c'était des animaux filmés. Et j'ai entendu comme ça parler de plusieurs documentaires qui étaient très impactants, mais qui n'utilisent pas de vrais animaux. Et aussi, il y a un court-métrage que j'aime beaucoup dans ce sens, c'est celui de Marcel Barelli qui s'appelle Martha. C'est un court-métrage d'animation en 2D où il raconte l'anéantissement des populations de tourtes voyageuses au début du siècle passé, au 19e, je ne sais plus. Et il fait une fausse interview d'une de ces tourtes voyageuses, Martha, qui explique sa situation. Et c'est fait avec de l'humour et du dessin, mais en fait, tu captes complètement le problème et tout ce qui s'est passé et comment vivaient ces oiseaux. Enfin, donc je trouve que c'est chouette aussi de voir que ça peut éviter complètement le problème de quel impact on a sur l'environnement où ça se passe, est-ce qu'on nuit à ces animaux en croyant bien faire, etc. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'il y a aussi des documentaires animaliers qui sont aussi très catastrophiques et très problématiques vis-à-vis des animaux. Je sais plus, c'est toi qui avait un peu discuté avec le fait que des fois ils affament les animaux pour qu'ils soient plus violents pour filmer et que ça déjà la question de base de se poser quel impact est dans l'environnement, elle est ultra importante, mais alors là elle est encore plus grave parce que c'est juste de la maltraitance. Oui, et d'ailleurs, je parlais de Werner Herzog, c'est ce qu'il a pu faire dans certains de ses films, où il a pu capturer des singes qu'il a ensuite mis devant la caméra pour des fictions, emmener un cheval sur une embarcation qui avait rien à faire là, pour le film. Donc c'est quelqu'un aussi qui a des je sais pas, une trajectoire pas toujours éthiquement, voilà. Mais oui, effectivement. Après, j'ai l'impression que c'est un peu différent dans le cadre du cinéma et des documentaires. Enfin, pour moi, vraiment, dans le cinéma, je vois pas beaucoup d'intérêt à ne pas travailler avec des animaux de synthèse, à part quelques cas vraiment exceptionnels, par exemple avec des compagnonnages avec des chiens. Enfin, je vois pas, il y a pas beaucoup de manières éthiques de utiliser des animaux dans un film. Après, les documentaires, je pense qu'il y a les deux, ça peut être intéressant, mais je me demande, en tout cas pour le cas de La sagesse de la pieuvre, j'imagine que ça aurait pas eu la même portée si c'était des images de synthèse. Bon, de toute façon, on aurait difficilement pu raconter la même histoire avec des images de synthèse, mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, je trouve que ça reste quand même très intéressant de voir des vrais individus dans leur environnement, mais évidemment si c'est fait de manière éthique. Et je ne sais pas si on a prévu d'en parler plus en détail, mais j'ai quand même l'impression que ce serait intéressant que tu parles de la manière dont tu as réfléchi le test Simba pour les documentaires. Ah oui, je peux. Bien sûr, oui. C'est vrai qu'au départ, je pensais que les questions du test Simba, donc c'est-à-dire le stéréotype, l'individualité des animaux, le langage, la façon dont on en parle, et la banalisation de la domination des animaux et les animaux réels, je pensais que ça collerait pas trop au format documentaire, mais en fait, j'ai réalisé que ça collait à part une dimension qui est celle de l'humain. Donc du H Simba, qui est toute la grosse question du point de vue, de l'interprétation de ce qui se passe, de quel narratif choisir, de la transparence de ce qui est en train de se passer, du message, est-ce que c'est engagé ou pas, de l'intervention justement, de la présence dans le lieu de l'humain qui prend en charge ce film, et puis la relation, l'interaction qu'il y a avec ces animaux. Excuse-moi, pour revenir sur la question de l'animal de synthèse par rapport à ce que tu dis, il y a aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque de se déconnecter aussi de la nature en faisant ça, parce que la recherche du documentaire, c'est aussi d'aller capter quelque chose du réel. Et comme là, il le dit, parce qu'il a filmé le poulpe, il a filmé des trucs qu'on n'avait jamais filmés avant, qu'on a découvert dans ses comportements et tout ça. Donc oui, l'enjeu éthique de destruction de l'environnement, et surtout quand on va spécialement dans cet endroit pour filmer cet animal-là, il y a à se poser, mais c'est aussi une question du rapport à la réalité. Oui, après, je pense qu'il y a un peu comme un spectre de choix. Et d'un côté du spectre, il y aura par exemple Vincent Munier qui fait que des affûts où il est totalement invisible dans l'endroit. Et donc, les animaux savent même pas qu'ils sont en train d'être filmés. Et à l'autre bout du spectre, tu as Craig Foster qui devient hyper proche d'une pieuvre. Donc, pour moi, c'est vraiment des questions de choix
Et puis peut-être que si on sort de la course au spectaculaire, on a moins besoin de tout le temps des gros plans hyper intenses, et puis on peut juste savourer le réel qui est à disposition sans nuisance. Oui, c'est vrai que c'est cette question à poser de comment finalement repenser notre façon d'intégrer notre environnement pour pouvoir le capter, pour pouvoir le filmer avec des nouvelles façons qui en plus pourraient être intéressantes pour le cinéma, parce que ça pourrait permettre de créer des nouvelles images qu'on n'a jamais vues, des nouveaux films qu'on n'a encore jamais vus, avec des approches qu'on n'a encore jamais vues, qui en plus pourraient se nourrir effectivement de l'image de synthèse ou de l'animation ou de ce genre de choses. J'ai une super citation de Donna Haraway pour paraphraser un peu ce que tu dis, mais en mode Donna Haraway, donc un peu incompréhensible, mais pas que. Que ça fait un beau tour. Attendez, je vais essayer de la lire. Alors, comme Le Guin, elle parle d'Ursula Le Guin. Bruno Latour comprend passionnément le besoin de changer d'histoire, d'apprendre d'une manière ou d'une autre à raconter, à penser autre chose que l'histoire viriloïde des humains dans l'histoire, lorsque foisonnent les savoirs de comment se tuer les uns les autres et dans le même mouvement de tuer des multitudes innombrables de terriens. Penser, nous devons penser, ce que signifie simplement nous devons changer d'histoire. Voilà, trouver d'autres façons de présenter que dans une forme de spectaculaire très humanoïde. Oui, je pense que c'est là où moi le film m'a un peu déçu, parce qu'au final tu retombes sur des pattes que tu as déjà vues plusieurs fois. Ou sur des tentacules. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins pire que beaucoup de films animaliers sur le sujet. Oui. Est-ce que vous aviez dit ce que vous vouliez dire ? Ou alors est-ce qu'on peut déjà passer au reco ? Non, moi j'ai une reco un peu un classique, c'est Le cinéma des animaux, le livre de Camille Brunel, qui est quand même le premier critique de cinéma vegan anti-spé. Donc il a un peu ouvert le champ de cette question, et je trouve que ça, c'est super parce qu'il présente plein d'œuvres et puis il les décrypte. Ah, super. Et donc tu as écrit une bande dessinée qui est sortie ou qui va sortir ? Oui, qui a d'ailleurs un petit côté documentaire. Ça s'appelle L'usine du pire, ça sort en ce moment. Ça a été écrit par Pia Chazard, qui est aussi une camarade de l'Observatoire du spécisme, et que j'ai mis moi en dessin. Et c'est une immersion comme si on est une enquêtrice infiltrée dans un élevage standard de cochons. Donc c'est vraiment très sensoriel et intense. Et pour nous, c'est une façon d'aborder un même thème qu'on connaît, celui des élevages, mais d'une façon différente, d'essayer de toucher peut-être d'autres personnes que quand on sort des vidéos comme ça, d'utiliser un médium qui peut-être fait un peu moins peur que les images réelles, justement. Trop bien. Donc c'est en librairie en ce moment ? Oui. Super. En Suisse ou aussi en France ? Les deux. Les deux, parfait. Et est-ce que c'est pour tout public, ou est-ce que tu conseilles à partir d'un certain âge ou pour certaines catégories de personnes ? Ouais, je pense que c'est quand même plutôt adulte, comme on dit. Ouais. Parce qu'évidemment que c'est pas ultra joyeux. Chloé, est-ce que tu as... pardon, vas-y. Oui, termine. Parce que ce qui est aussi intéressant avec la BD, c'est qu'on doit tourner les pages. Donc on peut aussi s'arrêter et regarder les images qu'on veut, ne skipper les images qu'on veut pas regarder. Est-ce qu'il y a aussi ce rapport-là quand tu as fait la BD, ou de réfléchir justement à ce médium-là ? Alors dans un film, on subit toujours les images parce que c'est le film qui nous les amène. Alors dans la BD, il y a un truc actif. Oui, c'est ça, ouais. Puis il y a une mise à distance du dessin, ça permet de dire d'autres choses et de se laisser embarquer différemment, c'est sûr. Chloé, est-ce que tu as une reco ? J'ai trouvé. J'ai quand même essayé de trouver une reco que moi je considère comme étant anti-spé, même s'il y a forcément des dimensions critiquables. Mais moi, le film Okja de Bong Joon-ho m'a beaucoup marqué. Et un peu déçue de savoir qu'il n'est pas vegan, mais je trouve quand même que c'est un film qui est pour moi antispéciste. Même d'ailleurs, le dernier film, Mickey 17, je crois. Ouais. J'ai trouvé aussi qu'il y avait vraiment une dimension anti-spé. Après, c'est souvent, aussi bien pour Okja que pour Mickey 17, c'est pas des animaux réels, mais quand même qui ressemblent beaucoup. Surtout Okja, elle ressemble beaucoup à un cochon. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors après, c'est aussi un peu traumatisant. Moi, il m'a beaucoup marqué, ce film. Mais je trouve que si des personnes sont intéressées à aller voir des œuvres avec un regard anticipé, je trouve que c'est un bon choix. Puis on revient sur cette question de l'animal de synthèse, d'ailleurs, là, mais qui est poussé au bout, parce que c'est presque une idéalisation de l'animal, comme à un animal... ça, qui est un peu, surtout dans Mickey 17 où c'est vraiment informe, c'est pas informe, mais ça ressemble pas à un animal qu'on connaît, quoi. Moi, dans Okja, mon souvenir c'était hippopotame, mais c'est vrai que ça ressemble peut-être plus à un cochon.
un petit peu entre les deux. C'est cochon vrai, et- c'est Je l'ai entre vu il y a non, très mais- longtemps. Mais c'est vrai que là, j'ai l'image sous les yeux et ça peut aussi avoir une vibe hippopotame. Une vibe Mais ce qui est cool aussi, je trouve, dans ces films, c'est qu'au-delà d'avoir un regard anticipé, je trouve que c'est aussi des films qui sont quand même assez anticapitalistes et un peu anti-système politique, anti-système. Enfin bref, il y a d'autres choses intéressantes que la vision anticipée dans ces films-là. Puis c'est marrant, Mickey 17. Bah, Okja aussi, enfin pas que marrant, mais il y a Oui. des moments marrants aussi. Vas-y, dis. Ok, bon moi j'ai pas, je pense que j'avais, enfin un livre que j'aime bien, je l'ai déjà recommandé parce qu'il a des aspects anticipés, donc je vais recommander autre chose. Wapiti. Ouais, Walibi. Ah ouais, Libye, ouais. C'est pas la même chose. Non. Et ça va être du coup le livre que je suis en train de lire en ce moment qui est La violence en spectacle de Elsa Dekmarso, qui est la suite de... Enfin la suite, c'est pas genre une saga quoi, c'est des essais. Donc qui est le livre après Faire justice. Mais on peut quand même un peu faire des liens parce que ce qu'elle réfléchit entre autres dans ce livre, c'est comment le marché médiatique notamment du témoignage, a vraiment formaté une façon d'appréhender les violences sexistes et sexuelles. Et elle regarde avec un point de vue critique ce que ça a produit, en fait, cette façon de présenter les VSS. Et moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Ça fait des années que j'essaie de trouver des livres qui parlent un peu de ça, de comment notamment... Le MeToo a créé cet espace et vraiment ce marché de la parole dans certains médias mainstream et qu'est-ce que ça produit sur nos luttes. Et donc, je recommande vraiment ce livre parce qu'à chaque page, je souligne tout et je suis genre waouh. Je pense qu'il y a plein de trucs à réfléchir et ça ouvre aussi beaucoup de questions sur plein d'aspects dont on pratique les luttes féministes. Ouais, il faudrait que je le lise parce que nous, on n'aime pas du tout le true crime, mais c'est vrai que ça rentre un peu dans cette réflexion de la mise en spectacle des féminicides qui sont très utilisés dans le true crime. Oui, et elle dit, attends, désolée, je rebondis, vas-y. mais c'est un super livre. Et elle réfléchit notamment aussi à comment est-ce que maintenant, pour que ton statut de victime soit reconnu et que ta parole ait de la valeur, bah, tu es obligé de passer par une forme de confession publique de ce qui t'est arrivé. Et en vrai, c'est très questionnant, ça, de devoir faire ça. Bah merci, je l'ai pas encore lu moi. Je mets toujours 20 minutes à faire mes recos, mais là je vais faire plus court. Mais je vais conseiller un documentaire qu'on a vu il y a pas très longtemps qui s'appelle Jeu de rôle à Carpentras de Jean-Louis Comolli, qui est mis à disposition gratuitement par la monteuse du film sur Vimeo, qui est un film qui date de début 2000 et qui revient en fait sur un horrible événement qui s'est passé en France en 98 où en fait après la première prise de parole dans une grande émission publique en France de Jean-Marie Le Pen, un cimetière juif à Carpentras a été profané, 30 tombes je crois ont été profanées et il y a eu tout un emballement médiatique à l'époque où directement on a incriminé le RN. Oui, dans le FN à l'époque. Et en fait, le film montre comment le FN a réussi à utiliser les médias, à utiliser la justice, a fait pression sur la justice, en tout cas pour transformer l'affaire qui a mis 6 ans à s'élucider, alors qu'en réalité, on avait chopé les gars 2 semaines après. Mais ils ont réussi à faire croire que c'était pas un crime antisémite, alors que ça l'était. On a réussi à faire croire que 30 tombes juives profanées, c'est pas antisémite, c'est quand même très fort. Mais et le film, en fait, est hyper intéressant parce qu'il a, maintenant, du coup, il a presque 30 ans, et on voit que tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de perversion de la réalité, d'utilisation des médias qui mettent de l'avant l'extrême droite, toutes les graines étaient déjà là il y a 30 ans. Alors même si c'est pas au point d'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, il y a un moment un peu dingue que tu mets en parallèle aujourd'hui où il y a 1 minute de silence à l'Assemblée pour les tombes qui ont été profanées. Et on a vu ça juste après la minute de silence qui a été fait pour un néo-nazi. Et tu fais waouh, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur, ouais. Donc voilà, c'est un film qui est... Bon, c'est pas le film le plus fun, ni le mieux réalisé, je trouve, ou le plus prenant, mais je pense que c'est un film quand même important, qui montre des choses importantes à voir. Sur ces belles paroles, on va terminer cet épisode. Oui. Merci beaucoup Fanny et Chloé d'être venues et d'avoir joué le jeu, c'est trop chouette. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ou retrouver l'Observatoire du spécisme à Lausanne, pour si on veut en savoir plus ?
Alors, on a un site internet, observatoireduspécisme.ch. On a aussi un compte Instagram et on est sur d'autres réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. On publie du contenu régulièrement. Et pour les gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, on a une petite page d'actu sur notre site internet, justement, où chaque mois, on met un peu les actus et les projets qui sont en cours pour tenir informer les personnes qui ne sont pas sur les réseaux. Super. Et ben allez suivre tout ça. Et nous, on se retrouve bientôt. Oui. À bientôt. Au revoir. Bye, merci. Merci.